Le premier homme. Une histoire de Paul de Villepillière, racontée par François Eltsen, mise en musique par Charles Dubois-Béranger. Journal de bord. Mission Europe. Jour 15. C'est donc ça la Terre ? La planète Terre. Depuis mon enfance, j'en ai tellement entendu parler. J'ai vu tant de photos. J'en ai si souvent rêvé la nuit. J'avais l'impression de la connaître par cœur. Et depuis 2 semaines, j'y suis. Je la foule aux pieds. Et ce que je découvre dépasse l'entendement. Dès le début de la mission, j'ai eu un coup de foudre pour ce nouveau monde. La Terre. Moi, j'ai grandi sur Meriem. Meriem, c'est le nom donné au petit astre sur lequel l'humanité a trouvé refuge après le grand exode. C'est une planète au climat uniforme et au paysage morne. Une mer inhospitalière couvre la moitié du globe. Et pour le reste, ce ne sont que des toundras plates et immenses, parsemées de quelques forêts de résineux. Depuis son installation sur cette planète fade, le peuple humain en exil est comme sonné, hébété. Mon camarade de mission est un parfait spécimen de cet état apathique. Boris est certainement un scientifique très compétent. En revanche, il est ennuyeux à mourir. Et peureux comme un lièvre. Enfin, je l'ai pas choisi. Il m'a pas choisi. Nous faisons l'un avec l'autre. Nous sommes l'une des 4 équipes déposées par la navette Renaissance, il y a 15 jours, au nord de ce qui fut le pays France. Depuis, chaque binôme sillonne un secteur bien précis à bord de son véhicule d'exploration, avec une mission simple, prélever des échantillons terrestres, sols, végétaux, quelques petits animaux et de nombreuses capsules d'air. Ce soir, Boris et moi nous trouvons dans une vallée où coule un large fleuve. Nous faisons halte à l'entrée d'une ville, de taille moyenne. Sur le panneau que nous venons de dépasser, on peut encore lire Valence, malgré la rouille. Comme chaque soir depuis le jour 1, le crépuscule rend Boris très nerveux. L'absence de toute vie humaine, dans les paysages que nous traversons, lui cause des angoisses. Et l'arrivée de l'obscurité n'arrange rien. Les périphéries des villes terrestres, avec leurs ronds-points en série et ces bâtiments alignés comme des boîtes, lui rappellent l'austérité de notre planète natale, Meriem. Ça le rassure. Moi, je préfère les décors sauvages, les vues grandioses, les reliefs de la Terre. Tout ce qu'on ne trouve pas sur Meriem. Pour l'heure, je dois me contenter du parking de ce qui semble être une zone commerciale. C'est assis sur la marche arrière du véhicule que j'enregistre ce journal de bord. Et j'aperçois malgré tout au loin la lumière rose du couchant sur les sommets des montagnes. Quel spectacle extraordinaire! Je ne m'en lasse pas. Journal de bord. Mission Europe. Jour 17. Plus que 13 jours avant le retour sur Meriem. Le jour 30, nous avons rendez-vous avec les autres binômes de la mission Europe au lieu d'atterrissage, sur une grande plage au nord de la France. C'est de là que redécollera la navette Renaissance, à 20h, heure terrestre. Rien ne saurait retarder ce retour programmé et automatique. La navette doit nous conduire au vaisseau orbital qui nous attend pour nous ramener sur Meriem. Il faudra être avant 20h pour prendre l'ascenseur, car il n'y en aura pas d'autre avant longtemps. La précédente expédition terrestre, la mission Asie, remonte à plus de 10 ans. Ces explorations sont essentielles. Elles servent à faire progresser la recherche sur Meriem. Là-bas, ce qui reste de communautés scientifiques travaillent dans un but unique et partagé. Le retour des humains sur Terre. Il faut pour cela trouver un antidote à la particule dénommée Hadès, un micro-organisme aérien, aussi invisible que létal. Pour l'heure, nos instruments de mesure embarqués sont formels. Partout où nous passons, l'atmosphère de la Terre reste chargée de Hadès.
En cas de perte de l'appareil à oxygène qui nous équipe, Boris et moi, c'est la mort en quelques minutes par étouffement. Au cours de la mission, nous ne quittons pas notre masque, même pour dormir. Les animaux de la Terre, eux, semblent bien supporter cette particule si néfaste à l'homme. Nous avons encore aperçu des chèvres, en grande quantité, et plusieurs troupeaux de bisons, sans parler des innombrables oiseaux. J'ai également eu un long face-à-face avec un puma. Je n'ai pas partagé cet épisode à Boris, qui, occupé par ses prélèvements, n'a rien vu. L'apparition de grands animaux cause une peur panique à mon équipier, habitué qu'il est aux seuls petits bestiaux d'élevage que l'on a réussi à emmener sur Meriem. À 10 mètres de moi, le félin s'était figé. Ses yeux verts me fixaient. Son pelage roux avait des reflets blancs. Le doigt sur la gâchette, j'ai retenu mon souffle, espérant qu'il n'approche pas davantage. Mon rôle, c'est d'assurer la sécurité de l'expédition. Et je le fais aussi consciencieusement que possible. Mais c'est toujours un crève-cœur que de devoir abattre des créatures aussi extraordinaires. Journal de bord, Mission Europe, jour 20. Cet après-midi, nous avons pu échanger des nouvelles par messagerie radio longue portée, avec 2 autres binômes de la Mission Europe, Alpha et Epsilon. Ils sont respectivement positionnés au sud de la péninsule ibérique et à l'est de l'Europe, proche de ce qui fut l'Empire russe. Pour eux, tout se passe conformément au programme. L'équipe Beta, en revanche, ne répond pas. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Alors que j'enregistre ce journal, je m'aperçois que j'ai, machinalement, gardé en main une feuille d'arbre. La forme est d'une belle régularité. Le contour est à la fois doux et acéré. Les nervures d'un rouge sang traversent comme autant de veines la feuille à la peau si fine, d'un vert profond tirant sur le brun. J'ai montré la merveille à Boris. Il m'a lâché un laconique. C'est une bête feuille d'érable. Comme si c'était banal. Comme s'il avait déjà vu cela ailleurs que dans une encyclopédie numérique. Je reste seul, avec mes réflexions. Boris est là pour mettre la Terre en capsule et c'est tout. Il semble me prendre pour un dilettante, un touriste de l'espace, pas assez concentré sur la sécurité de notre équipe. Et s'il avait raison? Et si, ébahi par la beauté de la planète, je ne prenais pas suffisamment la mesure du danger qui nous guette sur cette terre. Quel jour on est? Jour 23? Ouais, jour 23. Par où commencer? J'ai perdu Boris. Ça s'est passé rapidement. C'était hier soir. Nous étions sur la place centrale d'un petit village. Nous nous pensions en sécurité. J'étais occupé à admirer l'architecture étonnante d'une petite église et je les ai pas vus arriver. Une bande de loups. Ils nous ont attaqués. J'ai réussi à en abattre une dizaine. Et nous étions sur le point de parvenir à l'intérieur de l'église, où j'espérais nous barricader. Mais une partie de la meute nous a pris à revers. J'ai vu Boris disparaître d'un seul coup, saisi à la jambe.
et emporté par le plus grand de nos assaillants. Mon camarade a crié, tellement fort. Mes oreilles résonnent encore de son hurlement dans le système radio. Brutalement, la transmission s'est interrompue. Une partie des loups me tenait en respect. Ils ont fini par déguerpir, aussi rapidement qu'ils sont apparus. J'ai tenté de suivre leurs traces, mais elles se perdent dans une forêt épaisse qui borde le village. À la tombée de la nuit, j'ai dû abandonner la poursuite. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tôt ce matin, j'ai repris les recherches. J'ai fouillé la forêt, j'ai sillonné le secteur. Rien. Rien de rien. Les loups se sont volatilisés. Boris est-il mort? Est-il vivant? Il est 18h. Le soleil descend déjà. En cas de perte d'un des équipiers, les directives sont très claires. Recherche active pendant 24 heures maximum, puis reprise impérative du programme de mission. Je sais bien que c'est le sort de l'humanité tout entière qui se joue dans cette expédition terrestre. Mais je n'arrive pas à quitter le village. Cette scène où j'ai failli. Ce soir, je vais refaire un tour de la forêt. Je ne peux pas abandonner Boris comme ça. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Jour 25. Mission Europe. Journal de bord. Trois jours. Ça fait 3 jours que Boris a disparu. Plus que 5 jours avant le décollage programmé. J'ai repris le cours de la mission. Mais j'ai moins d'intérêt pour la planète Terre. Boris. J'avais fini par m'habituer. J'avais fini par apprécier même mon apathique compagnon d'aventure. Il me manque. Il m'a légué ses angoisses, le salaud. À mon tour d'être terrorisé par le vide, le silence. Des routes, des villes, pas un humain. Des collines, des forêts et tellement de dangers. À mon tour, les cauchemars nocturnes. L'envie de retrouver au plus vite les mornes plaines et la sécurité de Myriam. Demain, je dois faire des prélèvements au cœur d'une très grande ville, la capitale du pays. On dit qu'elle fut sublime, qu'elle fut un phare pour le monde civilisé. Même un lieu aussi mythique que Paris ne parvient plus à réveiller mon intérêt. J'ai hâte d'en finir. Pour l'heure, je parcours les rues d'une zone pavillonnaire, un peu au sud. Arpajon, d'après la carte. La végétation commence à envahir ces quartiers, où toutes les maisons se ressemblent. De temps à autre, je tombe sur une habitation entièrement détruite, comme soufflée par une violente explosion. Encore un qui est parti sans fermer le gaz. Ce soir, je ne verrai pas le coucher du soleil. Des nuages épais bouchent l'horizon. Et pour la première fois de la mission, il se met à pleuvoir. Journal de bord. Mission Europe. Jour 26. À Paris, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, mais j'ai aussi et surtout gagné. Dans cette ville que j'ai explorée sous la pluie, j'ai vu de magnifiques constructions. Des avenues somptueuses. Une église énorme en son centre, curieusement intacte, alors que nombre d'immeubles alentours sont effondrés. Afin de traverser la grande rivière qui coupe la ville en deux, j'ai choisi un des ponts en pierre. Il avait un nom poétique, ce pont d'Austerlitz, et l'ouvrage me paraissait en bon état. Il s'est écroulé à mon passage. Le véhicule de mission a coulé à pic, entraîné par des blocs de plusieurs tonnes. Par quel miracle ai-je réussi à m'extraire du poste de pilotage
je me suis retrouvé sain et sauf à la surface du fleuve. Alors que je sortais péniblement de l'eau, j'ai été attaqué par une bande de singes. Le temps de saisir mon arme de poing, ils étaient déjà sur moi, vociférant et tentant d'agripper tout ce qui dépassait de ma combinaison. Au premier coup de feu, ils ont rapidement pris la fuite, arrachant au passage mon masque à oxygène. Je les ai regardés s'envoyer l'instrument de ma survie, comme un vulgaire ballon de rugby. Ce faisant, ils ont disparu dans les grands arbres d'un parc voisin. Je me suis retourné lentement vers la rivière. Mon masque de secours était là, par 5 mètres de fond et sous quelques tonnes de pierres. J'ai pris une profonde inspiration. L'air était frais, avec une agréable odeur de menthe. Et puis, d'un coup, j'ai réalisé. C'était la fin. Pas savoir pourquoi, je me suis mis à courir. La panique, la folie. À chaque instant, je m'attendais à m'écrouler en suffoquant. Et puis, rien. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes sont passées. Et j'étais toujours en train de courir. Et je respirais parfaitement. J'ai stoppé ma course folle. Ça fait maintenant 2 heures qu'a eu lieu l'incident, 2 heures que je respire du Hadès à plein poumon, et me voilà en parfaite santé. Plus besoin de masque pour respirer sur Terre. En cherchant un abri pour la nuit, je me suis introduit dans un grand musée. Je suis tombé en arrêt devant une toile représentant une jeune femme. Très jolie, occupée à coudre, minutieusement. Une grande douceur émane de cette peinture. Du peintre Vermeer, si j'en crois l'écriteau abîmé. J'ai ôté l'imposant cadre en bois et mis le tout petit tableau dans mon sac à dos. Souvenir de Paris. Demain à l'aube, je devrais me mettre en route. Il me reste 220 km à faire à pied en 4 jours pour rallier la navette avant son décollage. Elle attend à un endroit appelé Touquet Paris-Plage. 220 km en 4 jours, ça se fait. Depuis que je respire sans masque, rien ne me semble impossible. Journal de bord. Mission Europe. Jour 28. Je suis exténué. Depuis 2 jours, j'ai tenu un bon rythme. Mais pour cela, j'ai dû cheminer des heures durant sur une de ces larges routes à 4 voies, rectilignes et désertes. L'impression de faire du surplace dans ces paysages inhumains a bien failli me rendre fou. Ce qui me fait tenir, c'est l'extraordinaire nouvelle que je rapporte à mes camarades de mission. La particule Hadès n'est plus nocive pour l'homme. En scientifique rigoureux, Boris me corrigerait. Jusqu'à nouvel ordre, c'est pour moi, et pour l'instant, que Hadès n'est plus nocive. Mais c'est déjà énorme. Je rapporte de cette expédition ce qui est sans doute la meilleure nouvelle pour l'humanité depuis le grand exode. Dans l'après-midi, j'ai fait une courte pause, à l'intersection de 2 routes étroites, sur un grand plateau vide et terreux. Là, encastrée dans une borne en béton, une petite fontaine coulait en continu. Comment cette fontaine pouvait-elle fonctionner encore, 40 ans après le départ du dernier humain? J'ai bu longtemps. L'eau était fraîche. Et puis je suis reparti. En fin de journée, à bout de force, j'ai trouvé une ferme. Le lit de la chambre à l'étage est moelleux. Je n'ai jamais rien connu d'aussi confortable. Par la fenêtre, j'ai vu sur un vallon verdoyant, parsemé de petits bosquets.
Je m'endors progressivement. Plus que 2 jours. Encore 100 kilomètres. Je vais y arriver. Jour 42. J'y suis pas arrivé. Putain. J'y suis pas arrivé. Depuis 2 semaines, j'ai pas touché à cet enregistreur. Pas le moral. La fin de ma course vers la navette a été éprouvante. Je me suis perdu. Plusieurs fois. Puis j'ai voulu utiliser un de ces engins à 2 roues, trouvé dans un magasin, à l'entrée d'une ville. C'était le matin même du jour 30. L'engin a déraillé au bout de quelques centaines de mètres, dans une pente. Je suis tombé. J'ai terminé à pied, en boitant. Et à 20h, j'étais encore à plusieurs heures de marche de la navette. Je l'ai vu, de loin, décoller lentement vers le ciel. Étaient-ils à bord, les autres ? Je l'ignore. Comme une bouteille à la mer, j'ai tenté d'envoyer un message avec mon émetteur courte portée. J'ai fait bref. Je suis vivant, je respire sans masque depuis 4 jours. Pas de réponse. L'ont-ils seulement reçu, mon message ? La navette a rapidement pris de l'altitude. Je suis resté assis dans l'herbe, à contempler le ciel, longtemps après l'évaporation de la traîne de fumée. Pour la première fois, j'ai dormi dehors, sur place. Est-ce que j'ai voulu mourir ce soir-là, en m'exposant ainsi aux bêtes sauvages ? Je ne crois pas. J'ai sans doute voulu garder au-dessus de ma tête, quelque part dans la nuit sans nuages, un point pâle, presque invisible. Meriem. Cette planète qui fut la mienne, et que je ne reverrai pas. Les jours suivants, j'ai trouvé une maison en bon état, isolée, sur une falaise. Je m'y suis installé. J'ai accroché le portrait de ma dentelière dans la salle à manger. Je me nourris de fruits et de plantes trouvées, ici et là. J'ai rassemblé des outils, dénichés dans les villages environnants. Je suis même parvenu à faire tourner, pendant 3 bonnes minutes, le vieux moteur à essence d'un tracteur du début du XXIe siècle. Ce qui me restait d'instruments électroniques a cessé de fonctionner. À part cet enregistreur et mon récepteur radio qui a encore un peu de batterie. Depuis 10 jours, je l'allume quelques minutes, chaque soir, en retenant mon souffle. Ce soir, la diode était verte. Un message. Il était court. Bien reçu. On reviendra. J'ai dansé dehors, face au soleil couchant. Puis, dans la cave, j'ai trouvé une bouteille de vin. Château Lafite, année 2078. Il n'est pas tout jeune. Qu'importe, j'ai l'âme à la fête. Je m'appelle Adama. J'ai 28 ans. Et je suis le premier homme de retour sur la Terre.
C'était Le Premier Homme. Texte et réalisation, Paul de Villepillière. Interprétation, François Eltsen. Création musicale et sonore, Charles Dubois-Béranger. Générique, Juliette Avert. Une production Monte Charge.